Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Choseville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver. Jeudi, cela fera 2 semaines que j'ai quitté le Brésil. Je ne dirais pas qu'il me semble que cela fait un siècle, mais c'est vrai que quand on rentre, on est tout de suite accaparé par le train-train de la vie quotidienne, par les multiples tâches administratives et autres. En plus, il faisait mauvais. Heureusement, depuis 2 jours, le beau temps est revenu. Ça m'a permis d'aller au village, de me ressourcer un peu au village. Mais c'est sûr que se réhabituer à cette vie après ce que j'ai vécu, ce n'est pas facile. D'autant que je suis en contact permanent avec les Enaoné qui me contactent par WhatsApp, par téléphone, qui m'envoient des photos. J'ai pu voir l'évolution du travail depuis que je suis parti, donc j'ai toujours un pied là-bas, et c'est bien difficile de s'intéresser à nouveau à l'actualité, en particulier à cette affreuse politicaillerie franco-française. Malgré tout, il y a 2 sujets d'actualité dont je voulais parler. Le second, je l'avais, je dirais, prémédité. J'y avais même réfléchi quand j'étais au Brésil. Mais le premier a été motivé, bien sûr, par les déclarations fracassantes du président états-unien Donald Trump durant une conférence de presse alors qu'il recevait le premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahou. Donc, ce 6 février, nos grands médias et tous les experts du Proche-Orient, réels ou autoproclamés, ont affiché leur stupéfaction après les annonces fracassantes de ce nouveau président, enfin nouveau, de cet ancien et nouveau à la fois président états-unien. Il est vrai que Donald Trump ne nous a jamais habitués à la finesse, et là, il s'est comporté comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je parle des déclarations, bien sûr, au sujet de Gaza, et on a un peu moins parlé, mais peut-être encore plus sérieux, au sujet de ce qu'il est convenu d'appeler la Cisjordanie, et que je préfère personnellement appeler la Judée-Samarie. Ce sont les noms anciens de ces régions. Le nom Cisjordanie est une appellation moderne et qui est devenue politiquement correcte. À la fin du XIe siècle, l'Occident chrétien, à l'appel du pape de l'époque, s'était lancé dans une aventure militaire et religieuse afin de libérer le tombeau du Christ et la Terre Sainte de l'occupation de ce que l'on qualifiait alors d'infidèles, c'est-à-dire d'occupation musulmane. Ce furent les croisades, qui durèrent près de 2 siècles, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, et qui s'achevèrent avec la chute de Jérusalem, puis plus tard avec la perte du dernier bastion en Terre Sainte sur la côte méditerranéenne. Le royaume latin de Jérusalem n'existait plus, les chrétiens d'Occident avaient été finalement rejetés à la mer ou massacrés pour ceux qui avaient résisté jusqu'au bout. De nos jours, les croisades ont très mauvaise presse, avec la bien-pensance et la repentance ambiante. Pourtant, l'opinion publique du Moyen-Âge, dans les royaumes d'Europe de l'Ouest, les trouvait, ces croisades, parfaitement légitimes et justifiées. Elles se soldèrent par un cuisant échec, du fait surtout des querelles intestines entre seigneurs et souverains chrétiens. Cet aspect-là, d'ailleurs, a été très minoré dans notre mémoire collective. On préfère se souvenir du génie stratégique de Salah ad-Din, c'est-à-dire de Saladin, ce Kurde, c'était pas un arabe, d'ailleurs c'était un Kurde, qui avait réussi à unifier les armées musulmanes, arabo-musulmanes, pour reprendre Jérusalem. Mais les croisades ont durablement marqué notre civilisation, notre histoire,
ainsi que le destin de l'Europe. Elles ont également laissé une empreinte profonde dans la civilisation arabo-musulmane et dans l'évolution ultérieure du Proche-Orient. Un peu d'Uchronie. Si les croisés l'avaient emporté au XIIIe siècle, il est certain que le Proche-Orient et le reste du monde ne ressembleraient pas à celui que nous connaissons de nos jours. Pourquoi est-ce que j'évoque ces lointains souvenirs historiques? Parce que les propos de Donald Trump me les ont rappelés. Ce qu'il envisage pour Gaza ne serait rien d'autre qu'une croisade moderne, mais sans la légitimité initiale et partielle, très partielle, qu'avaient pu avoir les croisades du Moyen-Âge. Ni l'argent, ni la puissance militaire ne pourraient donner le moindre once de légitimité à l'entreprise dont Trump rêve à haute voix. On ne peut pas reconstruire et encore moins développer un territoire sans y associer la population qui y vit. Et cette population, on ne la choisit pas. Elle est sur place, elle est ce qu'elle est, et il faut travailler avec elle. Ce que Trump veut faire à Gaza ressemblerait un peu à ce que Mussolini voulait faire jadis avec la Corse. Il voulait la cage sans les oiseaux. En effet, Trump parle d'évacuer, pour ne pas dire déporter, la population qui vit actuellement à Gaza dans les pays voisins, Égypte et Jordanie, pour pouvoir reconstruire Gaza. Il ne dit pas si, une fois que c'est reconstruit, une fois que les belles maisons et les beaux hôtels auront été construits sur cette nouvelle côte d'Azur, il ne dit pas si il donnera clé en main ces maisons aux gens qu'il aura déportés pour faire ce travail de reconstruction. Je voudrais rappeler ici qu'en 2005, et là c'est pour ça que je dirais que le projet de Trump n'est pas complètement fumeux, parce que en 2005, lorsque Israël, sous l'égide d'Ariel Sharon, le Premier ministre de l'époque, avait évacué unilatéralement Gaza et remis les clés en quelque sorte à l'autorité palestinienne, eh bien à l'époque, certains experts avaient rêvé à haute voix de voir Gaza se transformer en une sorte de Hong Kong sur Méditerranée, ou de Dubaï, ou de je ne sais quoi. Et effectivement, si les dirigeants de ce territoire, ceux de l'époque, puis ceux qui se sont emparés par la force de ce territoire, je veux parler du groupe armé Hamas et autres, s'ils avaient utilisé toute leur énergie et tout l'argent qu'ils ont dépensé pour acheter des armes et pour mener leurs attaques contre Israël, s'ils avaient utilisé ces fonds pour développer le territoire, je suis certain que la vie des Gazaouis aurait été bien plus agréable que ce qu'elle a été jusqu'à ce fatidique 7 octobre qui a donné un coup peut-être mortel à toute perspective de règlement pacifique de la question israélo-palestinienne. Donc effectivement, ce projet de Côte d'Azur au Proche-Orient, eh bien, on y avait déjà pensé bien avant Trump en 2005. Alors, le second sujet que je voulais aborder aujourd'hui et auquel j'avais pensé lorsque j'étais au Brésil, parce que j'avais suivi un petit peu l'évolution des tensions, concerne les relations entre la France et l'Algérie. Des relations, je ne sais même pas si je peux les qualifier de relations, tant elles sont devenues déplorables depuis que le président Macron, non, elles l'ont toujours été déplorables, mais disons que ça va de mal en pis. Mais c'est certain que la décision du président Macron, je crois en août dernier, alors qu'il n'y avait pas de gouvernement en place en France, de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, a envenimé les choses et a rendu furieux les dirigeants algériens. Ce en quoi ils avaient tort d'être furieux, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'Algérie qui a reçu en cadeau
de la part du pouvoir colonial la part du lion en ce qui concerne le Sahara. Ce Sahara qui n'avait jamais été algérien avant. Et donc, les droits de l'Algérie sur ce Sahara, qui font partie de l'Algérie désormais, étaient tout à fait discutables, alors que ceux du Maroc sur le Sahara occidental reposent sur une légitimité historique qui est indéniable, même s'il est vrai que le Maroc n'a pas respecté les procédures pour s'en emparer en 1975. Donc, depuis, les relations sont de pire en pire et l'Algérie n'a d'ailleurs plus d'ambassadeur à Paris. Le président algérien vient cependant de donner une longue interview à un journal au sujet des relations entre son pays et la France. Paraît-il que cette interview a duré 4 heures. Ça prouve quand même, et c'est le côté positif des choses, que le sujet des relations avec la France lui tient un petit peu à cœur. Certains commentateurs français ou franco-algériens ont cru percevoir dans ses propos une main tendue vers la France. Mais pour ma part, je n'y ai trouvé qu'un tissu de contre-vérités historiques, des amalgames indécents et des accusations diffamatoires à l'égard de la France et de certains de ses hommes politiques. Des hommes politiques français, ou femmes politiques plus exactement. Enfin, hommes et femmes, disons. M. Tebboune se targue de diriger la 3e économie et la 2e puissance militaire d'Afrique. Sans doute conviendrait-il d'examiner un petit peu à la loupe la réalité de telles prétentions, en particulier en ce qui concerne la puissance économique, tant cette économie est gangrénée de manière croissante depuis l'indépendance, et dont les principales richesses ont été accaparées par un petit groupe politico-militaire, affairiste et corrompu, qui tire sa seule légitimité d'une lutte de libération nationale dont le récit officiel est unilatéral, magnifié, mensonger et exagéré. Tout cela alors que la majorité du peuple algérien lutte au quotidien pour sa survie et doit faire face à un chômage de masse, tout en rêvant d'émigrer vers des Eldorados, eux aussi en grande partie imaginaires, au premier rang desquels se trouve bien sûr la France, honnie par le pouvoir en place. Des 3 pays du Maghreb, avec la Tunisie et le Maroc, l'Algérie est pourtant la mieux dotée en richesse naturelle et à l'indépendance, elle a hérité de bien meilleures infrastructures que ses 2 voisins, qui n'étaient que des protectorats, ainsi que d'une agriculture qui était à l'époque très performante. Tebboune continue à utiliser le terme de génocide au sujet des actions militaires de la France entre 1954 et 1962 en Algérie, et même durant, parfois dans ses propos, il qualifie de génocide l'entièreté de la présence française dans ce pays, ces 132 années, alors que son pays n'existait pas en tant que tel en 1830. Rappelons quand même que c'est la France qui a inventé le mot Algérie. Mais M. Tebboune se garde bien d'évoquer le colonialisme arabe ou le colonialisme ottoman, qui ont duré beaucoup plus longtemps que celui de la France et qui ont laissé si peu de choses en termes d'infrastructures et de développement. Il occulte également la fameuse, la tristement célèbre, décennie sanglante, cette guerre civile algérienne qui fit des centaines de milliers de morts durant les années 90, davantage que les 8 années de guerre d'Algérie. Une loi algérienne interdit même d'évoquer ces tristes événements. Les manuels scolaires n'en font pas mention, alors qu'ils sont remplis d'une histoire mythifiée et embellie de la lutte de libération nationale menée par le peuple algérien contre la France. M. Tebboune ose évoquer des projets de déportation qu'auraient certains politiciens français pour les Algériens de France, alors que c'est le FLN, duquel est issu M. Tebboune, qui s'est rendu coupable en 1962
de la déportation de plus d'1 million d'Algériens de souche européenne, c'est-à-dire des pieds noirs, sans parler des harkis et de leurs familles impitoyablement massacrés, et dont quelques-uns réussirent à échapper par miracle en gagnant la France. En ce qui concerne la déportation, dont il accuse certains politiciens français de rêver envers les Algériens de France, il oublie d'évoquer celle, bien réelle celle-là, des 20 000 migrants illégaux raflés par la police algérienne et abandonnés sans eau et sans nourriture en plein Sahara, non loin de la frontière du Niger. Si la France avait osé utiliser des procédés aussi inhumains envers ses propres migrants illégaux, il n'y aurait probablement plus de problème d'immigration clandestine en France. Enfin, que dire de ce pauvre Boualem Sansal, qui en est à son 81e jour de détention dans les geôles algériennes, alors que cet écrivain français d'origine algérienne n'a commis aucun crime envers son pays d'origine, l'Algérie, hormis celui d'avoir écrit ou dit certaines vérités dérangeantes au sujet du pouvoir en place en Algérie ou au sujet de l'histoire réelle et non fantasmée de l'Algérie. Alors que ces relations vont de mal en pis, entre la France et l'Algérie, le pouvoir français, lui, demeure étrangement silencieux face à tout cela. Sans doute souhaite-t-il ne pas envenimer des relations qui pourtant ne peuvent plus être qualifiées de relations. Sans doute les céréaliers français veulent-ils pouvoir continuer à exporter tranquillement leurs céréales vers l'Algérie. Sans doute certains intellectuels français ou franco-algériens aimeraient-ils préserver ce qui reste de francophonie en Algérie, alors que le pouvoir algérien n'a eu de cesse, depuis 1962, de la combattre, cette francophonie, allant jusqu'à émettre des dinars, la monnaie algérienne, bilingues, arabe, anglais. Et rappelons aussi que ce grand pays francophone qu'était l'Algérie ne fait pas partie de l'Organisation internationale de la francophonie, alors que le Maroc et la Tunisie en font partie. Pour ma part, je reste persuadé que la France devrait cesser d'avaler sans réagir toutes les couleuvres, que dis-je, tous les boas, qu'elle est contrainte d'ingurgiter depuis trop longtemps. Le pouvoir algérien n'est pas représentatif du peuple algérien, que je respecte infiniment. S'il faut continuer à entretenir des relations avec ce peuple auquel la France est liée depuis si longtemps, il conviendrait de se montrer avec ce régime militaro-affairiste qui ne doit sa survie depuis plus de 60 ans qu'à la rente mémorielle et à la détestation de la France. Il faudrait donc se montrer beaucoup plus ferme et, comment dirais-je, et ne pas céder à la pression et au chantage auquel se livre le régime dont le porte-parole depuis ces dernières années est ce monsieur Tebboune qui a été coopté pour être président de la République d'Algérie. Et pour bien montrer que je n'ai aucune animosité personnelle envers le peuple algérien, je voudrais conclure cette émission avec un chant populaire algérien qui est celui qui avait été composé et chanté dans les rues d'Alger il y a quelques années pour protester contre ce régime politico-mafieux, militaro-affairiste en place en Algérie. Ce chant s'appelle « Libérer l'Algérie ». Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. داوي ولادك راهم خارجين يمشيو على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية راك الوقت زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين الشعب
مازال ما فهموش كل سيزو يجيبها ضارة ويبركي ما تحضروش 10 سنين تكبر 10 والو مازال ما شبعتوش